Toujours vivant? Non, ça suffit pas, on va la refaire. Toujours vivant? Non, ça crie trop fort. Plus fort, encore, allez. Alors, c'était une bonne journée? Ok. Bon, alors on va commencer par remercier tous les speakers précédents, de la track technique et des autres tracks, tous les clients, tous les partenaires, tous les gens qui ont bossé et qu'on a harcelé pour avoir de bonnes sessions, de bons slides, de bonnes démos. Vraiment, je vous demande de les applaudir. On a été dur avec eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, j'ai le plaisir de clore ce summit. Et comme Boris l'a dit il y a quelques instants, effectivement, on va soulever un petit peu le capot. Voilà, avant de ça, je voulais vous donner une information. Je voulais donner la date de disponibilité de la région. Donc ça sera en 2017. Voilà. Ne tweetez pas, ne tweetez pas. Ouais, je viens de faire transpirer beaucoup de gens chez moi, là. Hein? Sophie. Ok. Allez, arrêtons un peu les conneries, on va travailler. Ça marche? Alors, j'espère que vous avez un site web ou une plateforme dont la courbe de trafic ressemble à ça. Voilà, j'espère que vous êtes confrontés à ce genre de problème, à ces croissances ininterrompues, à ces pics de trafic permanents. C'est une expérience riche. J'ai eu l'occasion de vivre ça dans d'autres vies. C'est une expérience qui est fatigante, mais c'est une expérience intéressante et on apprend beaucoup. Alors, le problème, c'est comment est-ce qu'on survit à ce genre de choses, hein. Donc ici, on voit la courbe de trafic d'Amazon Retail, et on voit que non seulement la courbe est plutôt vers le haut à droite, mais surtout, elle a des pics qui sont d'une violence inouïe. Vous voyez le pic du Prime Day, donc qui est un jour important pour Amazon en 2015, et vous voyez qui était déjà impressionnant à l'époque, et puis vous voyez la taille du même pic. Alors c'est même plus un pic, c'est une espèce de, je sais pas, ouais, c'est l'Everest, quoi. En 2016. Bon, alors imaginez-vous à la place des équipes infra d'Amazon, comment est-ce qu'on survit à ça? Alors avec de l'infra physique, on ne peut pas. Ça, c'est la bonne ou la mauvaise nouvelle, je ne sais pas. Personne n'est en mesure, ni techniquement, ni opérationnellement, ni financièrement, d'encaisser des pics comme ça en se disant, bon, alors, donc on est en janvier, on va essayer de prévoir le pic de mi-juillet. Alors l'année dernière, on a fait plus 20%. Bon, cette année, allez, on va essayer de faire plus 30%. On va commander des serveurs, on va les préparer, on va les installer, on va les racker, on va les câbler, on va les blablabla. Bla bla bla. Bon, et puis le mini-machin de juillet 2015 devient un énorme truc en 2016 et vous êtes morts. Vous avez entendu ce matin Radio France qui, pendant la keynote, qui vous a expliqué que leur décision finalement de rebâtir leur plateforme et d'aller vers AWS, c'était suite à une catastrophe infra, doublée d'une vraie catastrophe, suite aux attentats et suite au pic de trafic engendré par l'événementiel autour de tout ça. Donc il n'y a pas d'autre solution quand on est confronté à des croissances et à des pics de ce style, et même à des croissances plus faibles, que d'utiliser une infrastructure cloud, une infrastructure élastique, qui va vous permettre à la fois d'encaisser des pics extrêmement violents, et le reste du temps, lorsque les choses sont un petit peu plus calmes, si on peut dire, hein, comme on va dire de mai à, voilà, enfin de février à mai, même si la croissance est quand même robuste, et bien finalement d'adapter la voilure, d'adapter l'infrastructure au trafic, là qui est relativement linéaire, d'optimiser vos coûts, et puis lorsque effectivement les gros événements, le gros trafic déboule, eh bien vous pouvez scaler. Voilà. Et vous vous inquiétez pas plus que ça finalement, hein, parce que l'autre tactique, c'est de se mettre en boule comme un hérisson et puis de dire ça va passer, ça va passer, ça va passer. Bon, ben, ça passe pas, on est tombé, on est par terre, on perd des ventes, on perd du fric, on reçoit des SMS à 2h du matin, on se fait engueuler par son CEO. Bon, on passe une mauvaise semaine, un mauvais mois et voire plus. Donc, l'élasticité est essentielle. Et pour vous permettre de bâtir vos plateformes de manière robuste et élastique partout dans le monde, l'infrastructure d'AWS, au fil du temps, s'est étendue dans différentes zones géographiques. Aujourd'hui, on a 16 régions, hein, ça a été déjà mentionné plusieurs fois aujourd'hui. Et donc, on va ouvrir 4 régions supplémentaires
donc Paris en 2017, et Stockholm, une région en Chine, et je ne tenterai pas de le prononcer, et une région à Hong Kong. Okay. Donc ces régions, on continuera d'ouvrir des régions aussi nombreuses que nécessaire lorsque le business le justifie. Ces régions vous permettent d'utiliser nos services et d'utiliser notre infrastructure à l'identique partout dans le monde. Il y a plein de clients aujourd'hui qui sont déployés dans plusieurs zones de manière identique. En complément des régions, on a bâti au fil du temps un CDN qui aujourd'hui vous propose 77 points de présence un peu partout dans le monde, y compris dans des régions, dans des pays où vous n'avez pas de région disponible. Donc ce CDN, il va vous permettre tout simplement de servir votre contenu avec une latence plus faible, au plus près de vos utilisateurs. Et il va avoir aussi plein d'avantages en termes de sécurité, en termes de protection contre les attaques type DDoS, etc. etc. Donc 77 points, ça c'est le slide qui n'est jamais à jour. Il l'est aujourd'hui, mais je suis prêt à parier que dans les jours qui viennent, il ne le sera plus parce qu'on ouvrira un point de présence dans une nouvelle ville. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est ok, tout ça c'est bien, on met des points, on met des trucs là, un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qui se passe entre les points? Beaucoup de choses. Donc entre ces points, entre les régions, entre les points de présence de CloudFront, au fil du temps, là aussi, on a bâti un réseau global donc qui est opéré par les équipes d'Amazon et d'AWS et qui vous permet d'acheminer du contenu entre les régions ou vers les POP CloudFront avec un niveau de qualité, un niveau de latence prévisible, constant, sans avoir à subir les vicissitudes de l'Internet public, qui marche bien la plupart du temps, et généralement pas le jour où on en a vraiment besoin. Donc grâce à ce réseau, finalement, nos équipes peuvent contrôler plus finement les performances globales de notre cloud et donc de vos plateformes. Ce réseau, il est composé de fibres à 100 gigas redondantes, donc, qui font à peu près le tour du monde. Donc, évidemment, il y a des liaisons terrestres, mais il y a aussi des liaisons océaniques, donc à travers l'Atlantique, à travers l'océan Indien, à travers la Méditerranée, etc. Et donc, évidemment, l'importance de la redondance ici est vitale, puisqu'il ne faudrait pas qu'en cas de tremblement de terre, et ça arrive un peu souvent dans les régions asiatiques, ou en cas, voilà, un chalutier qui passe, qui accroche un câble, ça fait sourire, mais ce sont des incidents qui arrivent. Mais il ne faut pas que ce genre de choses fasse tomber nos clients. Donc on a insisté très fortement sur la redondance. Le dernier projet en date, c'est la construction d'un câble transpacifique, donc qui va relier, qui part d'Hawaï et qui va en Australie, en Nouvelle-Zélande, jusqu'aux États-Unis. Donc qui est là aussi basé sur de la technologie 100 gigas. Et donc on a 100 longueurs d'onde, 100 fois 100 gigas. Je renonce à faire le calcul, ça fait quoi, 10 terabits? Si je sais compter, c'est ça. Donc il y a 10 terabits de capacité sur ce câble. Bon, ça permet de downloader un peu. Ça permet de transférer des données d'une région, d'un S3 dans une région vers un S3 dans une autre région. Ça permet de déplacer vos backups, ça permet de faire des snapshots ou de la réplication de bases de données. Enfin, tous les services cross-région que vous utilisez, eh bien, ils vont s'appuyer sur ces différents câbles, et en particulier sur ce câble transpacifique donc, qui a atteint la Nouvelle-Zélande en décembre, en fin d'année l'année dernière. Donc voilà, vous avez ce réseau qui relie les régions, qui relie CloudFront, et dont vous bénéficiez finalement lorsque vous utilisez nos services. Alors imaginez que vous soyez dans l'obligation alors non évidemment pas de construire, mais de souscrire ce genre de choses, hein, pour les personnes qui ont pu faire ça, d'acheter ou de louer de la connectivité privée entre, je vais prendre mon exemple favori, tiens, ça fera sourire des gens dans la salle, entre le Japon et les Pays-Bas par exemple. C'est relativement loin, ça passe à travers la Sibérie.
Voilà, c'est cher. Donc vous en louez un, et puis quand il tombe, bon, bah, il tombe. Un coup de pelleteuse quelque part en Sibérie, et voilà, et vous êtes embêté, vous êtes obligé soit de passer par l'Internet public et de rajouter de la latence, soit de faire le tour de la Terre de l'autre côté. Voilà, et comme dirait Werner, on n'a pas encore battu la vitesse de la lumière, mais on y travaille. Et donc votre latence et votre expérience utilisateur et votre plateforme en général fonctionnera moins bien. Donc tout ça, c'est caché, tout ça, c'est opéré par les équipes AWS, et ça fait partie du service, ça fait partie de l'utilisation de nos services et de nos régions. Alors parlons des régions, justement. Donc aujourd'hui, on a 16 régions. Les régions sont découpées en zones de disponibilité. Alors, on l'a entendu 1000 fois, vous savez tous ça par cœur, mais je veux insister là-dessus un instant parce que il semblerait que tout le monde n'ait pas la même définition de la région. Donc je pense que c'est important d'être transparent et c'est important de comprendre ce que AWS entend par région. Et je laisserai les autres expliquer ce qu'eux entendent par région, et puis vous ferez votre propre avis. Donc une région, c'est un ensemble de zones de disponibilité. Okay, au moins 2, et à partir de désormais, comme dirait l'autre, 3. Donc toutes les nouvelles régions maintenant auront 3 zones de disponibilité, et toutes les régions qui n'en avaient que 2 sont upgradées à 3. Ce qui est le cas par exemple de la région de Francfort, qui initialement a été lancée avec 2 à Z, et qui passe à 3. Okay, donc la région française qui sera lancée en 2017 aura 3 zones de disponibilité. Okay, ces zones de disponibilité, on peut en avoir jusqu'à 5 dans les plus grandes régions. Et pourquoi pas plus au fur et à mesure de la croissance des régions. Dans une région, on va avoir des data centers, on va y revenir dans 2 secondes, mais vous l'avez vu, il faut de la connectivité. Ce fameux réseau mondial 100 gigabits, il faut qu'il alimente les régions et les zones de dispo. Et évidemment, il faut que cette alimentation soit redondante. Donc dans chaque région, on va avoir 2 centres de transit qui sont séparés physiquement, qui sont des bâtiments différents, qui sont complètement isolés les uns des autres, et qui sont par ailleurs connectés à des points de peering et à un grand nombre d'opérateurs. L'objectif, c'est évidemment de fournir des points d'échange de trafic et d'amener le maximum de connectivité, le maximum de présence aux clients qui sont hébergés dans la région. Ensuite, à l'intérieur d'une zone de disponibilité, évidemment, on va avoir, qui peut être composé la plupart du temps, qui est composé de plusieurs bâtiments, de plusieurs data centers. On va avoir une fibre métropolitaine, on va dire, puisque les différents bâtiments qui constituent une zone de disponibilité sont suffisamment proches pour être à faible latence, mais suffisamment éloignés pour qu'un incident, un incendie, une explosion, que sais-je, qui détruirait ou qui incapaciterait l'un des bâtiments n'ait pas d'impact sur les autres. Donc c'est du métropolitain, mais ce n'est pas des distances extrêmement éloignées. Ensuite, on va avoir entre les zones de disponibilité, on va avoir là aussi des connexions, qui vont servir à votre plateforme. Si vous lancez des instances EC2 dans différentes zones de dispo, évidemment, il faut qu'elles puissent communiquer. Il faut que des services managés comme Dynamo, S3, Aurora, etc., qui vous masquent complètement la complexité de l'infrastructure et qui s'exécutent dans les différentes AZ puissent eux aussi communiquer. Donc on a du réseau à haute capacité aussi entre les AZ. Donc voilà, ça commence à faire beaucoup de traits de toutes les couleurs. Donc vous imaginez un peu la complexité de la configuration réseau, le nombre de fibres, et voilà, la complexité de ces configurations-là. Et tout ça, une fois de plus, fait partie du service. Donc quand vous déployez des instances dans EC2, dans plusieurs AZ, eh bien, vous avez tout ça à disposition. Donc une région AWS, c'est aussi compliqué que ça. Okay. Pour information, c'est une question qu'on me pose souvent, quelle est la latence entre les zones de disponibilité? Bon, on va dire qu'elle est aux alentours d'une milliseconde, voilà, voire moins. Okay. Donc, suffisamment près
pour qu'on puisse faire de la réplication suffisamment loin pour que, eh bien, une fois de plus, un incendie ou une explosion n'ait pas trop d'impact. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une zone de disponibilité? Donc, une zone de disponibilité, c'est évidemment au moins un data center. Alors, je sais bien qu'on passe notre temps à parler de serverless, mais je vous rassure, il y a quand même des serveurs. Hein. On n'a pas encore inventé, on n'a pas battu la vitesse de la lumière et on n'a pas encore réussi à exécuter du code en l'absence de serveurs. Je suis bien sûr qu'il y a quelqu'un qui y travaille quelque part dans un coin chez nous, mais ce n'est pas pour tout de suite. Donc, au moins un data center et dans certains cas jusqu'à 8. Et là aussi, on pourrait avoir plus si nécessaire. Donc, ces bâtiments, évidemment, on l'a vu, ils ont une connexion réseau extrêmement redondante. Et quelle est la taille d'une zone de disponibilité? Bon, on va dire qu'elle est de l'ordre de quelques centaines de milliers de serveurs. Okay, voilà, donc, on dit toujours qu'on a 16 régions et 43 Z. Bon, je vous laisse faire une estimation du nombre total de serveurs qui tournent chez AWS. Voilà. On ne peut pas vraiment faire 43 fois 300. Bon, je vous laisserai jouer avec la feuille Excel et puis vous me direz sur Twitter. Hein. Chacun des data centers qui composent une AZ va héberger entre 50 à 80 000 serveurs. Okay, donc une puissance aux alentours entre 25 et 30 MW. Alors, ça vous parle peut-être pas, bon, c'est pas énorme. C'est un choix. On aurait pu construire des data centers beaucoup plus gros. On pourrait aller à plus de 100 MW si on voulait. Enfin, il n'y a pas de limitation particulière. Pourquoi se restreindre à finalement des data centers de taille intermédiaire? C'est tout simplement, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'économie d'échelle au-delà de cette taille-là. C'est-à-dire, on n'économiserait pas beaucoup en faisant beaucoup plus gros. Par contre, on prendrait un risque accru en cas d'incident sur un data center. C'est-à-dire qu'évidemment, quand un data center se casse la figure, s'il est complètement coupé et que c'était le seul data center de votre AZ et qu'il avait, je sais pas, 500 000 serveurs et que voilà, l'AZ est par terre et c'est embêtant. Donc on préfère avoir une approche plus distribuée, où on va avoir plus de data centers de taille moyenne avec des capacités raisonnables pour effectivement éviter, en tout cas limiter l'impact global d'un gros problème sur un data center. Okay, donc là aussi, vous ferez vos calculs et puis vous me direz combien on a de data centers. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les data centers? C'est ça la question maintenant. Alors, il y a plein de choses. D'abord, il y a du réseau. On l'a vu tout à l'heure. On a une adduction réseau sur les AZ, les data centers. Donc, effectivement, il va falloir du matériel réseau. Alors, on va faire un petit test. Qui gère des équipements réseau dans la salle, dans son data center? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Bon, quelques-uns. Bon, voilà, ça rappelle des souvenirs. Ça vous est déjà arrivé d'avoir un bug sur un routeur Core? Voilà, ou un switch d'agrégation. Le truc qui relie vos 24 racks. Hein? Jamais, hein, on est d'accord? Salut. Je sais que tu mens. Bon. Ça arrive, hein, finalement, le réseau maintenant, depuis des années, d'ailleurs de plus en plus, c'est du soft. Je ne citerai pas de constructeurs, ils sont à peu près tous logés à la même enseigne. Et quand on a un bug sur un équipement comme ça, et que vous contactez le support, le premier truc qu'ils vous disent, c'est « Ah, il faut mettre à jour ». Ça vous dit quelque chose? Alors, quand c'est un petit switch top-off rack, on peut dire « Ok, on va faire ça en loose day ». Voilà, moi, je faisais ça pendant les incidents, en fait. Je profitais des incidents pour faire mes upgrades. Ah, je peux le dire, maintenant, il y a prescription. Bon. Entre cassé et complètement cassé, il n'y a pas une grosse différence. Ouais, je vous donne tous mes secrets. Mais de temps en temps, il faut patcher le switch d'agrégation, il faut patcher le routeur de tête, il faut patcher un truc comme ça. Et là, ce n'est pas la même limonade. Il faut prévoir une intervention. Si vous aviez un setup redondant, bon, il faut faire les deux. Vous espérez que le failover va marcher. Moi, j'ai souvent vu le fail, j'ai pas souvent vu le over. Bon, ça a rendu ma vie intéressante. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est compliqué. Et puis dans certains cas, vous ne pouvez pas patcher, dans certains cas, le patch n'est pas disponible, donc vous vivez avec des bugs, enfin, voilà.
Et puis généralement, la release d'après amène de nouveaux bugs et c'est reparti pour un tour. Et puis le cycle de correction est long parce que c'est compliqué. Un OS de routeur, c'est énorme. Il y a des milliers de fonctionnalités. Et là aussi, toutes les marques sont logées à la même enseigne. Donc vous attendez les correctifs pendant des mois et des mois et des mois. Et vous imaginez bien que pour AWS, à l'échelle où on est, et même à l'échelle où on était il y a des années, ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre avec ça. On ne peut pas vivre avec des équipements qui provoquent des incidents, qui font tomber des instances, etc. etc. Donc AWS construit ses propres routeurs avec du hardware qu'on a spécifié et avec un soft, avec une pile de protocoles qui est développé par AWS. Okay, voilà, ça paraît un choix incroyable, mais finalement, au moins, ça nous donne le contrôle et on peut implémenter les fonctionnalités dont on a besoin et pas plus. Donc si certaines fonctionnalités du constructeur X, Y ou Z dites interopérables, mais qui ne le sont pas en réalité, sont inutiles pour nous, on ne les implémente pas, on minimise le risque. Et puis quand vraiment on a un bug dans nos protocoles, on les fixe nous-mêmes et ça ne met pas 6 mois. Voilà. Très tôt, on a déployé du réseau 25 gigas, alors que les standards de l'époque étaient plutôt 10, qui était assez répandu, puis 40, qui l'était beaucoup moins. Et donc, ce choix de 25, en fait, a été un choix gagnant pour nous, puisque le choix des 40 gigabits, finalement, c'est 4 fois 10, et donc ça ne permettait pas d'amener vraiment un lien supérieur à 10 gigas sur un équipement donné. Donc on est assez content d'avoir fait ce choix de 25, il a payé pour nous en termes de performance. Donc ces équipements, ils utilisent, on l'a dit, du matériel qui est spécifié, qui est propriétaire, qui est spécifié par AWS. Donc on a notre propre ASIC, il a des milliards de transistors, une consommation électrique maîtrisée. Et on a un écosystème de partenaires qui peuvent fabriquer cet ASIC pour nous. Voilà, donc il n'y a pas de problème particulier, lié à ça. Voilà, donc on a nos propres équipements, et nos propres protocoles, et même nos propres chips. Mais finalement, le matériel, j'ai dit tout à l'heure, le matériel, lorsqu'on parle de réseau, c'est... J'ose pas dire c'est secondaire, je vais me faire insulter, mais c'est rien, j'ai l'habitude. Le point important maintenant, c'est le soft. C'est là que ça se passe, y compris pour le réseau. Et depuis le début de C2, on a utilisé du SDN, du Software Defined Networking, où finalement le hardware n'est qu'un... Oh là, je vais me faire insulter. Le hardware n'est qu'un châssis. Voilà, il y a des ports, on branche et c'est tout. C'est un réceptacle pour le câble et puis un circuit de commutation et toute l'intelligence est en soft. Très tôt, aussi en 2012, on a déplacé pour les instances EC2, on a déchargé les instances, le CPU des serveurs qui font tourner les instances EC2, on les a déchargés du traitement réseau. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps sur les interfaces réseau, mais nous, on l'a aussi en production depuis des années. Donc sur nos interfaces réseau, qui sont dans les serveurs, les châssis EC2, on a un processeur spécifique, codé, avec du logiciel codé par AWS, qui va nous permettre de décharger le CPU de l'instance du traitement réseau. Okay, donc, et de gérer toute la stack TCP/IP, enfin une grosse partie de la stack TCP/IP en hard. Ça nous permet de limiter l'impact de la virtualisation sur les performances réseau. Ça permet d'avoir une latence réduite, ça permet d'avoir un jitter, une gig, donc une imprévisibilité du trafic réduite, donc des performances plus linéaires, plus stables dans le temps. Et pour ceux qui ont suivi les webinars, et en particulier le Deep Dive EC2, vous vous souvenez qu'on a parlé des mécanismes de SRIOV et d'Enhanced Networking, qui maintenant sont à peu près standards sur la plupart de nos instances, sauf si vous avez vraiment une très très vieille AMI, et qui permettent en fait de bypasser la couche de virtualisation pour tout le trafic réseau et d'aller attaquer directement l'interface matérielle et du coup d'avoir des performances extrêmement élevées. Donc ça, c'était la situation antérieure. Et donc en 2016, à la fin de l'année dernière, on a commencé à déployer une nouvelle génération de composants, donc, qui s'appelle Annapurna, donc, qui va encore plus loin que les générations précédentes,
qui permet d'avoir 2 liens 25 gigas. Donc vous commencez à imaginer les débits que ça peut donner. Et là, on contrôle tout, la conception du silicium, la conception du hardware qui est autour, la réalisation du soft. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'AWS est une société qui fait du semi-conducteur? Je ne sais pas si on va aller jusque-là, mais je crois qu'on pourrait. Et donc, vous voyez, Werner parlait ce matin de l'innovation continue et vraiment de notre engagement à aller toujours plus loin dans les services qu'on met à votre disposition. Et voilà, il y a ce qu'on annonce, il y a ce que vous voyez passer dans les flux Twitter, etc., à peu près tous les jours, ce que vous voyez sur le blog de Jeff Barr, ce que vous voyez sur le blog de Werner, etc. Les nouveaux features, S3, RDS, EC2, Lambda, on ne va pas tous les faire, je crois qu'il y en a 91 ou 92 maintenant. Bon, ce déluge de features, et puis il y a le reste. Il y a l'innovation, on va dire infrastructure, l'innovation réseau, qui est finalement au moins aussi importante et sur laquelle on communique un petit peu moins. Et donc cette nouvelle génération de chips, elle nous permet d'avoir des instances EC2 qui ont 20 gigabits de débit réseau. Donc en particulier, la plupart, pour ne pas dire toutes les instances qui sont des 16 X large, les R3, les I2, etc., les C4, me semble-t-il, eh bien, ces instances-là supportent un débit réseau de 20 gigabits par instance. La famille X1 aussi, hein, les monstres pour faire tourner SAP, les gros jobs Spark et tout ça. Non, promis, je ne recommence pas sur Spark, mais j'en ai assez fait ce matin. Mais voilà, donc on peut avoir, il y a de nombreuses instances qui vont vous permettre d'avoir du 10 gigabits par seconde, voire même du 20 gigabits par seconde par instance. Voilà. Et pour ceux qui disent, oui, non, mais ça, c'est pas vraiment vrai, la capa n'est pas vraiment là, il y a de la mutualisation, etc., etc., bah, je vous incite à faire des benchmarks. Prenez les spécifications hardware des instances, faites des tests, vous verrez, vous avez le nombre de cœurs qui est indiqué, vous avez la mémoire qui est indiquée, vous avez le débit réseau qui est indiqué, vous avez tout. Donc il n'y a pas de mutualisation entre instances. Donc les caractéristiques CPU, RAM, réseau, stockage d'une instance, c'est ce que vous avez pour l'instance. Okay, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, contrairement à ce que je peux lire ou entendre parfois. Donc voilà pour la partie réseau. Donc vous voyez, c'est relativement avancé. Alors, dans les data centers, c'est bien d'avoir du réseau, c'est bien d'avoir de l'électricité aussi. Parce que dans la série des trucs qu'on n'a pas réussi à faire, donc il y a battre la vitesse de la lumière, faire du serverless sans serveur, et puis faire des serveurs qui marchent sans électricité. Mais on y travaille, je suis sûr. Donc les gens qui opèrent leur propre data center ou qui sont hébergés dans des data centers en colocation, enfin des data centers publics, redoutent une chose par-dessus tout, c'est la panne électrique. C'est ce qu'il y a de pire. Moi, ça a été mon cauchemar. Je l'ai vécu un certain nombre de fois. La coupure, alors la coupure franche, la coupure intermittente, le truc qui fait on-off, hein, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Ça, généralement, ça casse beaucoup de choses. Voilà, il y a toute une variété de pannes électriques tout à fait sympathiques qui ont tendance à détruire vos serveurs. C'est que même quand le courant revient, bah, vous êtes par terre parce que voilà, les SSD de votre routeur, il a cramé, les cartes réseau, elles ont pris un coup dans la tête, vous avez des disques qui ont brûlé à droite à gauche, des alimes qui ont claqué, enfin voilà. Donc, l'hébergeur vous dit « Ouais, c'est revenu ». Ouais, c'est revenu, oui, il y a du jus. Oui. Si je mets les doigts dans la prise, ok, il y a 16 ampères. Maintenant, quand je regarde mon monitoring, il est encore bien rouge. Hein. Ça rappelle des souvenirs à quelqu'un? Ah, ils n'osent pas le dire, là. Hein. Bon, bah, moi, oui, ça m'en rappelle plein. Et l'année dernière, il y a eu un incident de ce style dans une grande compagnie aérienne américaine. Par pudeur, on ne va pas citer son nom, et puis j'ai peur qu'elle m'enlève mes miles, alors on ne va pas le faire. Et souvenez-vous, il y a eu cet énorme incident qui a empêché tous leurs vols au niveau national, et probablement même international, de décoller pendant un certain temps. Et tout ça a été lié à eh bien, une panne électrique chez eux. Alors, il y en a eu une autre en Europe plus récemment, de l'autre côté de la Manche, mais ce n'est
Bon, là, j'ai pas de miles, alors je pourrais les citer, mais bon, de l'autre côté de la Manche, c'était facile à trouver. Ouais, bon, ça arrive. Voilà. Donc, on ne connaît pas bien les causes de celle-là, mais probablement c'est du même ordre. Donc, une panne électrique, des serveurs qui tombent, qui ont du mal à remonter. Alors, imaginez des vols cloués au sol, des passagers pas contents, Twitter qui s'enflamme, enfin Internet qui s'enflamme, un bad buzz extraordinaire. L'impact, il va bien au-delà des retards d'avion, enfin, c'est une catastrophe. Mais on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Le job d'une compagnie aérienne, et même le job des équipes IT d'une compagnie aérienne, ce n'est pas d'être des experts des tableaux de distribution électrique et des UPS et des générateurs diesel. Bien sûr, il faut comprendre, mais au jour le jour, ce n'est pas ça leur boulot. Et certainement, dans ces équipes-là, il n'y a pas cette expertise. Et on utilise souvent cette phrase, hein, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, j'imagine, qui est qu'il n'y a pas de courbe de compression pour l'expérience. Ce qui est une façon extrêmement élégante de dire que, bon, on apprend de ses erreurs, quoi. Et je reste poli. Il est impossible de tout prévoir quand on opère des plateformes, quand on est à l'échelle. De temps en temps, voilà, un truc surgit, vous ne l'aviez pas vu, c'était imprévisible, ça vous tombe sur la tête, et c'est la catastrophe, et vous vous dites, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi nous? Pourquoi moi? Surtout quand je suis en astreinte. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est comme ça. La prod, vous le savez, c'est ça. Et donc, tant qu'on n'a pas eu ces problèmes-là, on ne sait pas comment les résoudre. Le truc, c'est que ce problème-là, le problème qui est arrivé à cette compagnie aérienne américaine dont le nom commence par D et finit par A, et que j'emprunte bientôt, allez, mettez-moi des miles et je ne dis pas le nom. En fait, ce problème-là, il s'était déjà produit pendant le Super Bowl 2013. Alors, nous, on n'est pas très foot américain, je vous l'accorde, mais vous avez déjà entendu parler du Super Bowl. C'est le plus gros événement sportif et sans doute le plus gros événement tout court aux États-Unis tous les ans. Et voilà, le même problème s'était produit pendant le Super Bowl 2013 et avait impacté la diffusion et les opérations. Et donc, c'est toujours la même histoire. C'est un panneau électrique. Alors, pour ceux qui sont jamais allés dans des data centers, c'est pas très sexy, c'est rigolo, mais c'est pas très sexy. Donc voilà, il y a des panneaux électriques comme ça. Bon, c'est plein de disjoncteurs, un peu comme à la maison. C'est juste qu'il y a plus de courant dedans. Donc, c'est encore, ne mettez pas les doigts, hein, touchez pas. Vous risquez de faire des bêtises. Et donc, ce truc-là tombe en panne et bypass les systèmes d'UPS, de batterie, etc. Et au lieu de tomber en panne proprement et de dire « je suis en panne, on va basculer sur batterie », il dit « je suis en panne et puis on ne va pas mettre du tout de courant ». Donc ça ne se passe pas très bien. Et puis le data center tombe et quand il se rallume plus ou moins. Et donc vos équipements sont dans un état compliqué. Donc ce problème-là, il se produit, mais vous voyez, il se produit de manière rare à des endroits différents, chez des prestataires différents, avec des clients différents, etc. Et donc on dit ouais, c'est la faute à pas de chance. Ah oui, bon, d'accord. C'est la faute à pas de chance, peut-être. Néanmoins, à l'échelle d'Amazon et d'AWS, il n'y a pas la place pour la faute à pas de chance. Et à notre échelle, ces problèmes pourraient se produire régulièrement. Donc si tous les 3 mois, on vous faisait le coup du tableau de distribution qui tombe en panne en disant c'est la faute à pas de chance, bon, la première fois, ok, la deuxième, bof, la troisième, non. Hein, puis vous seriez furieux et vous auriez raison. Donc, pour régler ce genre de problème, eh bien, on a donc évidemment, nous, des équipements électriques, mais le firmware qui tourne sur ces équipements, il est custom pour nous, il est revu par nous et spécifié par nous. Parce que nos équipes infra apprennent de tous les incidents qui se passent partout chez AWS et, de manière générale, partout dans le monde. Et donc, à chaque fois qu'un scénario comme ça se produit chez Delta, ça y est, voilà mes miles, ou au Super Bowl, ou chez British Airways, oh zut, non, mais je vole sur Air France, moi, en fait. Et je veux bien des miles aussi, maintenant que je leur ai fait de la pub. Eh bien, à chaque fois qu'un problème se produit quelque part, nos équipes l'observent, apprennent et améliorent. Okay ? Et donc, il n'y a pas de courbe de compression pour l'expérience. Et c'est ça qui nous permet en permanence de continuer à bâtir une plateforme de plus en plus solide, de plus en plus robuste.
Alors, dans les data centers, il y a du stockage aussi, hein, pour mettre tous vos logs, toutes vos bases de données, tous vos snapshots, toutes vos images, enfin, tout ce que vous mettez, dans vos plateformes. Et donc, en 2014, on avait révélé une première génération de baies de stockage qui avait 880 disques par rack. Et donc, aujourd'hui, eh bien, on a un nouveau design avec plus de 1000 disques par rack, qui a une capacité à peu près de un peu moins de 9 pétas. Bon, maintenant un peu plus, parce que évidemment la densité des disques augmente. Donc on est très certainement au-delà des 10 pétas par baie aujourd'hui. 10 pétaoctets par baie. Non, c'est pas mal. Alors si vous pensiez en mettre une à la maison pour stocker tout votre contenu légal, évidemment les photos des enfants, et le backup du je sais pas quoi, bon. Enfin tout votre contenu légal, quoi, hein, bon, comme moi. Bon, prévoyez quand même un plancher renforcé, parce que vous voyez que ça pèse à peu près 1,5 tonne. Donc, bon, voilà. Il ne faudrait pas fissurer la dalle de la maison. Vous auriez des problèmes avec la mairie, sans doute. Okay. Et puis la consommation électrique, à mon avis, est un petit peu élevée. Mais si vous appelez Engie, je suis sûr qu'ils peuvent vous augmenter l'abonnement. Hein. Maintenant qu'on se connaît, ça peut se faire. Okay. Bon, et voilà, et ça, c'est une des générations en cours, mais évidemment, on continue à avancer. Donc vous voyez, quand on vous dit par exemple que S3 est illimité, bon, S3 par exemple va s'appuyer sur ce genre de système. 10 pétas par baie. Alors vous imaginez une salle comme ça, remplie de baies de stockage, faites le calcul, 2-3 mètres carrés par baie, ça fait de quoi remplir quelques buckets. Hein? Bon, et puis, alors oui, on fait du serverless, mais il y a quand même des serveurs, alors si vous en doutiez. Et donc on a aussi des serveurs custom. Okay, voilà, ça aurait été dommage de s'en passer. Et on parle toujours de commodity server, commodity server, commodity server. Bon, bah oui, c'est chez nous, les serveurs, ils sont jetables, on en met beaucoup. On vous donne tous les moyens de faire du scale-out, hein, de l'autoscaling, etc., etc. Donc ce sont des serveurs tout simples. Et on met l'accent sur la consommation, l'efficacité énergétique, plutôt que sur les blindés de disques, puisque vous avez vu, hein, on a des baies de disques par ailleurs, donc on essaie d'avoir des serveurs qui sont économes électriquement, qui ont une alimentation électrique et une conversion de voltage la plus élevée possible. Hein. Voilà, pour ceux qui ne sont pas familiers de ces sujets, vous faites rentrer de l'électricité dans n'importe quel équipement électrique, il n'y a pas 100% de l'électricité qui est disponible pour l'équipement. Il y en a une partie qui va être dissipée en chaleur, donc qui est juste gâchée. Voilà, donc c'est dommage, parce qu'on a perdu de l'efficacité, et puis on réchauffe inutilement l'environnement. Donc on essaie d'avoir des serveurs vraiment les plus optimisés possibles en termes de consommation électrique. Ce qui m'amène au sujet de justement la consommation globale. Et notre objectif, on le dit et on le répète, c'est d'avoir 100% d'énergie renouvelable consommée par les data centers d'AWS. Okay, alors vous allez me dire, oui, non mais d'accord, ouais, okay, ça y est, là tu fais du marketing, arrête, il est tard. Alors, où est-ce qu'on en est de cet objectif? Donc en 2015, on était à 25%. Okay, globalement, hein, je parle de toutes les régions AWS. Sachant que certaines régions AWS, en particulier les régions européennes, si je ne m'abuse, sont déjà neutres en termes d'émissions de carbone. Mais là, on parle de tout AWS. Okay, à la fin 2016, on était à 40%. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, on doit être entre 45 et 50%, peut-être même encore déjà au-delà. Donc vraiment, l'objectif, c'est d'arriver progressivement à 100. Alors vous allez me dire, oui, comment on fait? Parce que ça prend du temps. Et par quoi est-ce qu'on remplace finalement l'énergie fossile qui est consommée par les serveurs, même si on essaie d'avoir les serveurs les plus efficaces possibles? Comment est-ce qu'on génère cette énergie? Eh bien, alors peut-être vous l'ignorez, mais Amazon et AWS investissent massivement dans l'éolien et dans le solaire. Et là, c'est vraiment tout à fait dans la même logique que ce qu'expliquait
Engie ce matin, hein, c'est vraiment cette bascule vers les énergies renouvelables. Et donc depuis plusieurs années, on lance, on construit et on opère donc des fermes éoliennes, des fermes solaires, donc avec des capacités non négligeables. Là, vous voyez celle-ci, 208 MW, c'est raisonnable. Voilà. Et on continue à en ouvrir tous les quelques mois, on lance un nouveau projet et on fait monter progressivement notre capacité de production d'énergie propre. Si ce sujet-là vous intéresse, vous pouvez aller sur... on a une page aws.amazon.com/sustainability où vous trouverez des détails sur ces projets et sur les technos qui sont utilisés. Et donc, on a une roadmap de lancement ininterrompue de solaire et d'éolien pour progressivement faire monter notre consommation d'énergie renouvelable et réduire la part des énergies fossiles. Et donc, aujourd'hui, si on additionne tout ça, on dépasse 900 MW d'énergie propre. Alors, pour donner un ordre de grandeur, un réacteur nucléaire, alors en France, je ne sais pas aux États-Unis, mais un réacteur nucléaire en France, c'est à peu près 1 gigawatt. Okay, donc, sans trop exagérer, sachant que ces chiffres-là ont déjà quelques mois, on pourrait dire qu'on a à peu près l'équivalent d'un réacteur nucléaire en énergie renouvelable. Okay, et ça, c'est nous, c'est AWS. Donc, voilà, on est engagé là-dessus, on est sérieux. Et Andy Jassy vous dirait que c'est sûrement des projets particulièrement importants, particulièrement compliqués. C'est un investissement, mais voilà, il a parlé du long terme hein, ce matin. Voilà un exemple. Hein, voilà un exemple. Ces projets-là, on ne les lance pas pour 6 mois, 1 an. Vous imaginez l'effort qu'il faut pour mener tout ça à terme. Et donc, ces 900 et quelques mégawatts d'énergie vont générer environ 2,6 millions de mégawattheures. Alors, moi, c'est un chiffre qui ne me parle pas, mais c'est suffisamment d'énergie pour alimenter 240 000 foyers américains. Alors, si je voulais être malin, je dirais que ça doit être à peu près 600 000 foyers français. Ah oui, ils consomment un petit peu plus que nous, ils aiment bien la clim. Mais voyez, bon, c'est suffisamment d'énergie propre pour alimenter une ville de la taille de Portland. Si vous n'êtes jamais allé à Portland, jolie ville. Donc c'est important, c'est énorme. C'est énorme. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Donc 16 régions, 43 zones de dispo, plusieurs régions qui arrivent dans les mois et les années à venir, dont la France. Et oui, on est aussi très impatients, autant que vous au moins. Et vous voyez une innovation qui ne se limite pas finalement au service de la plateforme, mais une innovation également sur le réseau, sur le stockage, sur les serveurs, sur l'efficacité énergétique. Voilà, tout ça pour vous proposer la meilleure plateforme possible. Je voulais en profiter une dernière fois pour remercier tous les gens qui ont contribué à l'organisation du Summit, tous les gens qui ont parlé, qui ont contribué aux sessions. J'espère que vous l'êtes bien amusés. Je voulais également remercier James Hamilton, qui est l'auteur de ces slides. James, qui est le père de l'infrastructure d'AWS. Merci, James, de m'avoir permis d'utiliser ça. Et puisqu'on parle des grands leaders techniques d'AWS, pour ceux qui auraient raté cette information, je voulais vous dire, je ne sais pas si vous l'avez vu, qu'on a annoncé il y a quelques semaines l'embauche de James Gosling. Vous avez vu ça? Vous connaissez James Gosling? Ouais. Qui est entre autres le père de Java. Alors certains d'entre vous vont me dire que bon, il aurait mieux fait de faire autre chose ce jour-là, mais vous me permettrez d'être un autre avis. Ça c'est parce que j'ai travaillé chez Sun dans le passé. Et alors James, est-ce que des gens l'ont déjà vu à Java One? Est-ce que des gens ont vu James Gosling à Java One? Allez, il n'y a que moi? Non. Il y a quelques années, bon, il n'y a que moi. Alors James, il avait une particularité, c'est qu'à chacune de ses présentations, il jetait des t-shirts dans la salle. Voilà. Alors, il me reste 1 minute 41, et donc en hommage à nos grands leaders techniques, James Hamilton, Werner, et en particulier James Gosling, je vais relancer cette tradition de jeter, alors c'est des polos, vous m'excuserez, je n'ai pas réussi à trouver des t-shirts. Alors, et pour la petite histoire, c'est les miens. Parce que, voilà, j'avais... Ah oui. Voilà, donc, quelqu'un m'a dit tout à l'heure, est-ce que tu vas arracher ta chemise à la keynote? Ça m'a paru bizarre, mais non.
Je ne sais pas d'où est sortie cette histoire, mais par contre, j'avais prévu des affaires de rechange. Voilà, donc je vais vous les jeter. Alors, ne vous battez pas, on ne va pas finir sur une mauvaise journée, mais... en l'hommage de James. Voilà. Pour James Hamilton et pour James Gosling. Merci beaucoup, j'espère que vous vous êtes bien amusés aujourd'hui. Et à bientôt.